Tu es coach ou thérapeute et tu te sens souvent vidé après tes séances. Tu es peut-être managé sans que tu le saches par le syndrome du sauveur. Et on va voir ensemble aujourd'hui 7 comportements typiques du sauveur. Je me présente, je m'appelle Nina, je suis coach en développement personnel. J'aide les coachs, les thérapeutes à discerner empathie, hyper-empathie et syndrome du sauveur. C'est pas un syndrome, ici on pathologise pas, c'est vraiment un labyrinthe, un mécanisme de survie qui nous a aidés à survivre. Et maintenant, si ça t'épuise, c'est que tu sens au fond de toi qu'il existe une autre manière de faire et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Dans cette vidéo, je vais te présenter 7 des comportements typiques du sauveur. À savoir que le sauveur, c'est vraiment une posture intérieure. C'est ma manière de voir le monde, c'est mon paradigme, mon système de croyance. C'est comment je me vois, comment je vois les autres et comment du coup je vais agir. Où est-ce que je vais focaliser mon attention. Quand j'ai été managée par le syndrome du sauveur, j'étais entourée de personnes qui avaient besoin de moi. J'attirais les personnes qui avaient besoin que je vienne solutionner, que je vienne les aider. Et donc, j'attirais un peu des gens qui avaient besoin de se déposer. Tu peux t'en rendre compte, en fait, je te raconte ça quand tu commences à attirer des gens qu'il faut porter, des gens qui vont venir se déposer leurs émotions sur toi, mais toi, ça te fatigue, ça te vide. Peut-être que tu t'en rends compte quand tu commences à attirer des clients, des clientes qui veulent pas vraiment avancer, qu'il faut vraiment porter. Il va falloir limite porter leur transformation avec eux, faire le boulot pour d'eux. Tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure qu'on va parler des comportements et tu me diras à la fin de cette vidéo, si tu veux, en commentaire, par combien de ces comportements tu te reconnais et comment ça se présente pour toi, ça m'intéresse. On va commencer par le premier, c'est anticiper. Vraiment, hein, quand on confond encore l'empathie et le syndrome du sauveur, c'est qu'on est tellement habitué à scanner les autres, à ce que tout le monde se sente bien. En fait, l'hypersensible, il croit que pour qu'il se sente bien, il faut que tout le monde se sente bien. Quand il n'a pas conscience de tout ça, quand il n'a pas conscience de cette empathie, hein, de cette grande capacité qu'il a à se mettre à la place de l'autre, eh ben, il croit qu'il doit être là pour contenter tout le monde, pour que tout se passe bien, pour que lui, il se sente bien à l'intérieur. Donc vraiment, on a tendance, quand on confond les deux, à vouloir anticiper. Et avec tes clientes, ça peut donner que bah, tu vas créer plus de choses ou tu vas répondre à des choses comme toi, tu as vécu la transformation, tu as créé une offre, tu vois exactement où tu veux l'emmener. Bah, du coup, tu vas surdonner. Lui ou elle, il n'a pas encore posé la question, que toi, tu es déjà en train d'anticiper. Et donc, finalement, toi, tu t'épuises et lui, il voit pas la valeur de tout ce que tu as à offrir. Donc, finalement, c'est là où l'énergie, elle se vide, c'est là où elle se disperse parce que bah, la relation, elle n'est pas équilibrée. Tu es en train de surdonner parce que tu es managé par je dois anticiper pour qu'il se sente bien. Et bah, lui, il n'est pas encore en capacité de recevoir et il ne s'est pas encore posé les questions auxquelles toi, tu es déjà en train de répondre. Donc ça, c'est un des comportements typiques du sauveur où vraiment on a tellement de mal à faire face à la vulnérabilité d'autrui qu'on voudrait vraiment tout donner pour que la personne se transforme le plus vite, aille vite, bien tout de suite. Mais là, j'anticipe sur le point numéro 6, mais tout est vraiment imbriqué. Et c'est pour ça que c'est un vrai labyrinthe, c'est que ça vient appuyer sur ce mode survie là qu'on a vu dans la vidéo précédente, une alarme à l'intérieur de soi qui nous fait croire en continu qu'on doit faire notre maximum pour aider et réparer les gens qui viennent à nous parce que c'est qui on est. Et c'est là où on finit par croire que c'est l'empathie qui nous épuise, que ça fait partie du package, alors que c'est une confusion entre un don, l'empathie, et un rôle invisible qu'on porte inconsciemment qui nous manage et qui nous pousse à nous épuiser, à donner toujours plus, à baisser nos prix, à faire adopter des comportements et à prendre des décisions qui sont à l'opposé de ce que nous, on voudrait créer. Donc ça, c'est le premier comportement. La deuxième chose vraiment typique du sauveur, c'est de se sentir responsable des résultats de l'autre, en fait, des émotions de l'autre. On a aussi parlé avec le point 1, c'est que si l'autre, il se sent bien, si l'autre, il a réglé son problème, il va nous renvoyer une espèce de feedback où, voilà, il se sent bien, il va nous remercier, il va se sentir bien et nous, ça va nous valider, nous valoriser. Le sauveur, il a été valorisé très tôt par ce qu'il faisait. Et donc, il confond quand je suis utile et quand je suis aimée. Enfin, je suis aimée quand je suis utile, quoi, pour l'instant. Et il croit que c'est ça son identité, que c'est d'être utile et que c'est de donner. Alors que pas du tout. Au fond de ton cœur, tu sais bien quand c'est juste, quand c'est pas juste.
quand le coaching, il a été top, la séance, elle a été top, l'énergie, elle a circulé. Et quand au contraire, bah, tu as porté le truc pour deux, la personne n'était pas en capacité de recevoir tout ce que tu as donné. Enfin, voilà, l'énergie, elle est partie. Et puis après la séance, tu te sens vidé d'énergie. Et c'est pas quelque chose que le sommeil il peut réparer, quoi. C'est quelque chose de profond et qui s'installe de jour en jour sans qu'on puisse en sortir, tant qu'on n'a pas mis en évidence que c'est un programme, un mécanisme de survie. Plus je donne, plus je suis utile et plus je serai aimée. Et puis on voit bien que non. On reçoit de la reconnaissance, des remerciements, de la gratitude, mais jamais vraiment de l'amour, jamais vraiment ce que nous, on espérerait au fond, cette véritable connexion, cette véritable validation qu'on recherche à travers tout ce qu'on peut faire pour les autres. Donc si ça, tu te reconnais là-dedans, c'est tout à fait normal, ça a été un mécanisme de survie. Et si aujourd'hui tu veux vraiment t'en libérer et retrouver la joie, l'énergie et le sens, c'est exactement pour ça qu'il faut que tu t'abonnes à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Le troisième point, voilà, c'est de donner plus, plus, plus. Euh, le sauveur, il n'a pas été valorisé pour qui il est. Donc, il a été valorisé pour ce qu'il sait faire. Bah, on t'appelle parce que tu sais réparer des trucs. On t'appelle parce que tu sais gérer les conflits, désamorcer les situations. On t'appelle parce que tu es madame, monsieur, solution, quoi. Combien de fois au boulot, quand j'étais coach en natation, et puis après, j'étais chef d'équipe, etc., fallait faire le planning, fallait être partout sur tous les fronts. Mais j'étais vraiment à ma place hein, dans cette identité de sauveur je vaquais d'un truc à l'autre et on m'appelait. Et en plus, comme c'est inconscient, bah, tu crois que c'est ton identité, bah, ça appelle vraiment le fait que les gens ils viennent te chercher, quoi. Et toi, tu es en train de t'épuiser au fond. Il y a ce grand écart qui se crée entre le persona que tu fais voir au monde et ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est là où ça peut créer vraiment de la fatigue, des ruminations et voire de la dépression. Donc, donner plus, 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 parce qu'on a du mal à se dire, je suis suffisante, je suis assez, je suis valide comme je suis. En fait, je suis juste validée quand je fais. Donc, je dois faire plus, 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 donner plus, plus, plus. Sinon, j'ai tellement peur d'être rejetée ou abandonnée, hein. C'est vraiment les peurs archaïques de tout humain qui sont vraiment normales. On a besoin d'être reconnu, validé, d'être accepté voilà, par le groupe parce que la peur du rejet, la peur de l'abandon, c'est des choses qui vraiment nous mettent très, très mal à l'intérieur de nous. Le quatrième comportement typique, c'est vraiment une difficulté à établir des limites personnelles. C'est là où aussi on confond le sauveur et l'hyper-empathie, c'est que je me vois vraiment avec un quand je me vois avant maintenant, je me vois vraiment avec un grand angle, porté sur les autres, honorer les demandes des autres, les besoins des autres, les attentes des autres, faire au même rythme que l'autre, mais jamais je me vois en train de me dire: «Est-ce que ça me convient?» Et c'est là où on dit: «On s'oublie», mais en fait, on n'en a même pas conscience parce qu'on ne sait pas où on commence, où on s'arrête. On ne sait pas ce qui fait sens pour nous. On a vraiment du mal à se reconnecter à nous. Il y a aussi ce sujet-là de, voilà, se reconnecter à son corps parce qu'il y a énormément d'informations qui doivent traverser par le corps et comme on est sans cesse en train de s'occuper des autres, ben, voilà, on va délaisser le temps qu'on pourrait prendre pour nous, le temps qu'on pourrait avoir pour se faire à manger, pour profiter d'un repas, pour recevoir pleinement ce temps-là après lequel on court, bah, parce qu'on est déjà en train de ruminer, de penser au truc d'après. Donc on a vraiment du mal à savoir ce qui fait sens pour nous. C'est comme ça qu'on se perd, c'est comme ça qu'on se sent vide. C'est quand on est sans arrêt axé, focus sur les désirs, les attentes, les autres, honorer, faire plaisir, correspondre. Et donc, on oublie ce qui fait sens pour notre essence, pour notre âme, pour qui on est. Et c'est là où ça devient difficile. Le cinquième point, c'est d'absorber. Le sauveur, en fait, il cherche à fusionner. C'est pas, c'est vraiment, porter, absorber, fusionner. Il a tellement du mal à faire face à la vulnérabilité d'autrui qu'il voudrait la porter sur lui pour que l'autre, il ait plus mal. Et ça, quand on sort de ce piège, de ce labyrinthe, on se rend bien compte que c'est impossible. Et en plus, ça empêche l'autre de traverser et de transformer à son rythme et de faire, finalement ces étapes, lui, de guérison, de transformation, parce qu'on voudrait porter. Ça ne le rend pas du tout autonome. Nous, on a tendance à prendre toutes les responsabilités et finalement à déresponsabiliser les autres. C'est pour ça que peut-être en ce moment, tu vois que tu attires des victimes, des gens à porter, parce que tu fais ça tellement bien bah, que de fil en aiguille, ça les attire. Cette énergie, cette vibration, ça va les attirer. Ta communication, ta posture, la manière dont tu te vois et dont tu vois les autres, inconsciemment,
Ça va te faire, par exemple, être attiré par des personnes qui ont besoin de toi et jamais tu vas pouvoir aller, hem, parler à quelqu'un qui a confiance en lui et qui a vraiment une estime de lui et qui se tient bien droit. Ça va plutôt te faire peur, te renvoyer à tes insécurités et tu vas vraiment avoir du mal à aller vers ce type de personne, par exemple. Il y a plein de manières, en fait, ça va jouer sur plein de tes relations, de tes choix, de tes actions, tous ces mécanismes tant qu'ils restent inconscients, tant qu'ils restent en arrière-plan. Donc absorber, c'est vraiment pareil, c'est vraiment le sauveur, il a besoin toujours faire plus. Si il est juste à côté, présent, à laisser l'autre traverser à son rythme, c'est très insupportable. C'est impossible. Il va être obligé de donner, il va obligé de faire quelque chose de voilà, c'est intenable. Alors que la si tu veux décupler ton impact, si tu veux accompagner sans t'épuiser, la vraie présence, c'est quelque chose de merveilleux parce que l'autre, il peut traverser en se sentant contenu. Tu tiens l'espace en fait, tu es là pour 2 et l'autre il le ressent et souvent tu as des retours dans ces vrais moments de connexion où tu arrives à toucher à ça, à cet espace à l'intérieur de toi. Quand tu es en train d'accompagner depuis cet espace-là, tu as des retours magiques où les gens ils se sont sentis juste, ils avaient le droit d'être, tu leur as laissé le temps et ça a traversé. Que quand on est tout seul, parfois on n'ose pas, on n'arrive pas à tu vois, le mode survie, ça peut être soit le figement, je suis allongée, j'ai plus d'énergie. Moi, je passais plutôt en dorsale vraiment, hein, plus d'énergie, j'allais au bout de ce que je pouvais donner et je m'affalais. Donc ça s'appelle le mode dorsal. Et puis il y a des gens qui restent bloqués en mode sympathique, où ils sont toujours dans le faire, dans l'activisme, hein, ils font pour faire, parce qu'ils peuvent pas se poser. S'ils sont seuls avec eux-mêmes, ça relance trop d'insécurité, de peur, de trucs à laisser décanter et à laisser traverser, c'est pas possible et c'est pour ça que là, c'est là qu'on vient de voir. C'est là que ton empathie, c'est un don. C'est que toi, tu vas créer cet espace, tenir l'espace pour 2, sans rien avoir à faire. Juste, tu as les outils, tu as fait le chemin et tu es là à côté. Une présence stable, claire et disponible qui permette à l'autre de traverser, de transformer simplement parce que tu es là. Le sixième point, c'est réparer vite. Donc ça se recoupe, hein, c'est vraiment de voilà, je veux tout de suite lui donner et par exemple, j'ai cet exemple à chaque fois, tu réponds à ce message à 23 heures de ta cliente là, parce que par exemple, moi mon accompagnement, tu vois, c'est un coaching individuel par semaine et puis j'ai mis un canal pour répondre aux questions dès qu'il y a besoin et au début, ben, j'avais du mal à pas répondre tout de suite. Fallait que je réponde tout de suite, fallait que je sois dispo tout de suite. Ça c'est parce que ça venait allumer une alarme à l'intérieur de moi. C'était le sauveur qui était encore là. Alors que finalement, une fois que l'autre, il a déposé sa question, ben, il a écrit à quelqu'un, il a déposé ça dans cet espace que vous avez en commun. Peut-être que tu fais ça aussi, un espace d'échange, par SMS ou sur une application, bref. L'autre, il va avoir le temps de décanter, de revoir sa question, d'aller chercher un autre angle. Tu vois, une fois qu'il a déposé ce truc-là, ben, il y a plein de possibilités qui sont là, encore une fois, quand on n'est pas dans le mode survie, quand on n'est pas dans le binaire. Je réponds maintenant ou je réponds trop tard et ça va être horrible et machin. Il y a plein de possibilités. Donc maintenant, je sais dire, voilà, je te réponds quand je prends le temps de te lire, je te réponds plus tard ou voilà, quelque chose qui soit plus juste pour lui et pour moi. Parce que à force de vouloir les réparer vite, en plus, on envoie le mauvais message. Ils viennent, comme je dis souvent, on leur apporte du poisson à chaque fois qu'ils ont une question. Hop, on va répondre, on va répondre, on va répondre. Mais nous, le but du jeu, c'est de leur apprendre à pêcher, de leur apprendre à devenir autonomes, de leur apprendre à reconnecter à leur pouvoir personnel, qu'ils se fassent confiance à nouveau. Donc oui, il y a un espace pour déposer tes questions, mais moi, je suis plus un sauveur, donc je réponds quand c'est aussi le plus juste pour moi. Tu vois, quand tu es sorti de la confusion entre l'empathie et non, mais je vois là que je suis incapable de pas répondre parce que ça me réactive, hop, je le vois. C'est pas pour autant que je peux le changer tout de suite, mais je le vois et ça me laisse du choix et de l'espace pour prendre les nouvelles décisions. Et puis ce juge intérieur très, très critique en fait. Si le client ou la cliente est pas contente, s'il y a des mauvais retours ou si, ça s'est pas passé comme vous voulez, on va ressasser, ruminer, refaire la séance 10 000 fois, donc surdonner, chercher des solutions dans le faire, le faire, le faire, le faire. Alors qu'il faudrait ralentir, se laisser le temps d'être pour voir ce qui vient, ce qui est le plus juste, se reconnecter à soi,
voir ce qu'il y a eu comme émotion qu'on traversait pour se servir de sa boussole émotionnelle, savoir que tu as une guidance intérieure à chaque instant qui te dit ce qui est le meilleur pour toi et tout ça. Mais quand tu es tellement focus sur l'autre et que tu t'oublies, ça ne fait qu'alimenter ce cercle vicieux de ça m'emmène exactement à l'opposé de où moi je voulais aller et de ce que je voulais créer. Peut-être que tu t'es vu en train de trop parler, en train de trop donner, peut-être que, voilà, tu t'es vu en train de retomber dans un, 2, 3 ou 7 comportements typiques. C'est pas grave. Le but du jeu, c'est de maintenant prendre ça comme un exercice. C'est pas moi le coach, hein, c'est la vie et d'aller, hem, observer ça, travailler ça. En fait, prendre l'engagement envers toi-même de plus te laisser manager par des comportements aujourd'hui qui paraissent naturels et au plus simples, au plus rapides, qui sont des autoroutes neuronales, des comportements qui sont engrammés depuis tellement longtemps qu'on a l'impression que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Voilà, pendant un moment, il faudra que ce soit un peu contre-intuitif, revenir à soi, ralentir au lieu d'accélérer, et cetera et pour sortir vraiment à tout jamais de la fatigue, des ruminations, et du de ce mode survie là, de ce syndrome du sauveur. Donc voilà pour les comportements typiques. Dis-moi si tu te reconnais dans un ou plusieurs. Dis-moi si tu as d'autres questions sur ce sujet ou sur d'autres sujets par rapport au syndrome du sauveur et puis, on se retrouve dans les commentaires. Moi, je te dis: «Prends bien soin de toi». J'espère que j'ai rien oublié.